Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir pour ce face-à-face Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus. Bonjour à vous, Nadir Kaya. Banlieue Plus, c'est nos quartiers. C'est le quartier qui s'appelle Banlieue Plus. Non, l'association s'appelle Banlieue Plus et nos quartiers. Ah, et nos quartiers. Ah voilà. Oui, j'ai pas entendu parce que j'ai entendu c'est le quartier, je me dis c'est pas bien un quartier. Alors, Nadir Kaya, écoutez, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on se parle et je voudrais vraiment faire quelque chose. On va pas en une heure retracer tout le problème des banlieues. Il faudrait 10 heures et plus que ça, et des années peut-être, mais c'est intéressant de voir, parce que les banlieues, c'est l'auberge espagnole du fantasme, d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, on dit, ah là là, les banlieues, la violence, tout ça, etc. Il y a plus, avec des gens qui profitent, on a donné 100 milliards, pourquoi? Pour rien, pour qu'il y ait des émeutes, à la Naël et compagnie, etc. Et puis d'autres qui disent, attendez, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les banlieues. Il n'y a pas une chosification, et c'est vrai que les généralisations sont toujours, à mon avis, toujours un peu imbéciles, si je peux me permettre. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font. On ne peut pas étiqueter d'une même façon tout le monde. Mais je voudrais rappeler quelque chose de Nadir Kaya avant de vous donner évidemment la parole. Il y a incontestablement, et ça c'est les statistas, les fractures sociales, et ils existent. Par exemple, ils ont regardé un indicateur socio-économique entre les quartiers prioritaires et l'ensemble de la France. C'est intéressant de parler de ça parce que ça on en parle assez peu. Quelle est la part d'ouvriers entre quartiers prioritaires et ensemble de la France? Dans l'ensemble de la France, la population ouvrier, 14,5%. Dans les quartiers prioritaires, 33,5%. Donc population ouvrière très importante. Taux de chômage, 7,3% dans l'ensemble de la France, 18,1% dans les quartiers prioritaires, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, on en parlera avec Nadir Kaya. Je continue quand même. Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi, 12,9% dans l'ensemble de la France, 25,2% dans les quartiers prioritaires. Le revenu médian ensemble de la France, c'est 1822 € par mois. Dans les quartiers prioritaires, 1168 € par mois. Taux de pauvreté, 15,5% dans les quartiers, dans l'ensemble de la France, y compris évidemment les quartiers. Mais dans les quartiers, simplement, 43,3% de taux de pauvreté. Ménage vivant dans un logement surpeuplé, en France, dans l'ensemble de la France, 8,7%. Dans les quartiers, 22,0%. C'est vrai que là, déjà, Nadir Kaya, quand même, on trace un tableau qui est quand même très parlant. Alors, on ne va pas dire la faute à qui, la faute à quoi, mais ça veut dire qu'il y a une véritable fracture sociale, un véritable, je dirais, un mur ici, non ? Alors déjà, merci pour l'invitation, parce que, comme vous le savez, ça va faire presque 10 ans que je me bats avec certaines personnes issues des quartiers populaires pour qu'on ait accès, nous aussi, aux médias, qu'on puisse aussi commenter l'actualité. C'est très compliqué en 2024, c'est pour ça que je vous remercie, et je le fais à chaque fois que je peux avoir l'occasion d'être invité. C'est un vrai combat. Par rapport à ce que vous venez de dire concernant ces chiffres, c'est parlant pour les gens qui sont intéressés par rapport aux chiffres. Ça leur donne une image, un instant T de la réalité de cette France qui est fracturée. C'est une réalité. Par rapport à vos chiffres, c'est une réalité. Moi, j'ai la même réalité, mais de façon humaine. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de chiffres, moi, pour savoir qu'il y a des inégalités et des choses qui ne vont pas en France. Et les banlieues, moi, j'aime à le rappeler, la banlieue ou les banlieues, ça reste la France. Qu'on le veuille ou non. Donc, s'il y a des problématiques qui se résument à vos chiffres que vous venez de rappeler, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas en France ou qui continuent à mal fonctionner. Donc à un moment donné, les chiffres, c'est bien pour les statisticiens, les gens qui vivent de ça, mais pour moi qui est attaché notamment sur la partie humaine des choses, j'aimerais qu'on prenne acte de ça et qu'on essaye rapidement, même si j'y crois pas trop, d'inverser les choses, parce que j'ai un certain âge, ça fait plus de 40 ans qu'on sait qu'il y a des inégalités en France, et notamment par rapport au quartier, mais aujourd'hui, comme on est dans l'émotion et qu'il y a un discours de droite, d'extrême droite, qui est prioritaire en politique et dans les médias, ça n'intéresse pas les gens. Parce qu'on va nous dire encore, vous faites de la victimisation, vous vous plaignez. Ouais. Non mais est-ce qu'il n'y a pas... Attendez, Nadir, parce qu'on va parler au fond, hein, parce que sinon on va revenir sur les mêmes clichés. Moi je crois qu'il ne faut pas opposer, à mon avis, chiffres et humains. Vous avez tout à fait raison de dire dans l'humain, ça compte, les chiffres aussi comptent. Mais
ce que je crois, vous voyez, vous dites par exemple, et c'est pour ça que ça m'intéresse d'aller au fond avec vous, vous dites par exemple, effectivement, il y a de la précarité, il y a etc. Vous savez très bien qu'en France aussi, il y a des agriculteurs qui touchent 800 € par mois en travaillant 50 heures par semaine et plus, effectivement. Qu'il y a de la pauvreté en Creuse, dans le Limousin et partout. Donc, il faut pas, je crois que, franchement, pour aller plus loin, il faut pas opposer telle banlieue ou telle banlieue. Je crois qu'il faut, je crois que c'est votre cas. Alors, je le fais pas. Oui. Je n'oppose pas les uns et les autres. Je suis conscient, parce que je connais quand même un petit peu le monde rural pour partir souvent en vacances dans ces secteurs-là de la France. Et je sais très bien qu'ils ont des difficultés qui peuvent être les mêmes, voire pires sur certaines situations. Et on le sait très bien à travers le suicide des agriculteurs. On a vu la crise des agriculteurs dernièrement. En tant que Français, connaissant un petit peu la situation, suivant l'actualité aussi, c'est des réalités. Moi, je n'oppose pas les campagnes et les banlieues, bien au contraire. Par contre, il y a une petite différence qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que malgré leurs difficultés dans les campagnes et dans les territoires, ces Français-là, ces femmes et ces hommes ne sont pas discriminés par rapport à leur couleur de peau, par rapport à une appartenance religieuse. C'est la seule distinction qu'on a entre les banlieues et les campagnes. Autrement, la difficulté de vivre dignement est parfois la même, et parfois même encore plus dans les campagnes qu'en banlieue. Parce que le service public est quand même plus présent dans certains quartiers, dans certaines villes populaires, parce que c'est l'urbanisme qui veut ça. Oui, et puis alors que vous avez des désertifications dans la campagne qui sont difficiles à vivre et qui aussi démontrent que sur certains aspects, vivre en campagne, c'est très difficile. Alors, on va en parler après cette petite pause, Nadir, et on va parler justement des discriminations que vous venez d'évoquer, et on va parler de tout ça dans le fond. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, nous avons parlé des chiffres, nous n'allons pas rester sur les chiffres avec donc Nadir Kaya, qui est fondateur de Banlieue Plus, avec nos quartiers. Voilà, c'est une association comme il en existe de nombreuses en banlieue et en France. Association ça, 1900, voilà. Vous savez que la France, c'est le pays des associations en Europe. Donc, oui, le tissu associatif. Le tissu associatif en France est extraordinaire. Et globalement, la plupart des politiciens s'appuient sur ce tissu associatif pour vivre. Ah oui, c'est-à-dire, expliquez. Comme partout dans les villes, dans les banlieues, la plupart des politiciens, soit pour être élus, s'appuient sur le tissu associatif, soit pour maintenir une certaine autorité ou une certaine paix sociale, ce qu'ils appellent. Ou une paix sociale. On peut parler du clientélisme en banlieue, à droite ou à gauche, il existe aussi. Bon, pas partout, heureusement, mais il y a un clientélisme depuis des années en France qui est insupportable et qui détruit aussi, si vous voulez, une relation qu'il peut y avoir entre citoyens et de citoyens avec nos élus. Alors attendez, c'est intéressant ça, Nadir Kaya. Vous dites qu'en fait, un certain nombre de politiciens, effectivement droite et gauche confondus de ce point de vue-là, pour se faire réélire, se dire ah là là, il y a telle puissance, tel groupe, tel milieu, je vais m'appuyer sur eux, comme ça ils vont m'apporter des voix. C'est un peu ça. C'est le propre de l'être humain quand vous êtes au pouvoir, c'est choisir son clan ou ceux qui sont capables de faire en sorte que vous restez au pouvoir. Mais vous croyez pas qu'il y a des hommes politiques qui sont des hommes d'État et qui sont un peu au-dessus de ça et qui essayent de l'intérêt collectif au lieu de leur intérêt d'être élus? Oui, bien évidemment. Heureusement, tout n'est pas sombre ou obscur dans ce monde-là. Mais de mon expérience, pour avoir navigué un peu partout en banlieue, notamment parisienne, dans des villes dirigées par des communistes ou des gens de droite, malheureusement, ils ont souvent ces mêmes pratiques. Et c'est ce qui pose problème aussi dans les banlieues sur l'émancipation, sur une certaine évolution. Alors en quoi c'est intéressant? Pourquoi vous pensez que ça chosifie les gens? C'est-à-dire qu'on leur dit restez, vous avez l'étiquette, mettons, allez, vous êtes musulman, vous êtes ceci, vous êtes cela, et même plus, vous êtes kurde, vous êtes albanais, vous êtes Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, on va s'occuper de vous et on va s'occuper de vos intérêts particuliers. C'est ça, ça la stratégie. Pour certains, c'est leur philosophie, c'est leur façon de faire du commerce localement. Oui, bien sûr. Après, vous savez, moi, ce qui me fait rire, c'est quand certains vous disent de façon hypocrite, oui, mais il n'y a pas de communauté en France, il n'y en a qu'une seule, c'est la communauté nationale. Bien évidemment, il y a une communauté nationale, mais vous avez un ensemble de communautés. Donc, ne pas dire ça, c'est soit ne pas connaître, soit être hypocrite pour chercher à plaire à un certain nombre de personnes.
Mais oui, il y a des maires aujourd'hui qui ont une façon de faire de la politique localement qui est nuisible à tous leurs habitants, parce que c'est les opposer les uns les autres, parce que je te donne à toi certaines subventions et tu fais ce que je te dis, tu restes dans ton domaine. Moi, je le vois à mon niveau du côté de Gennevilliers, on a une mairie communiste depuis toujours, et il faut savoir qu'on a même une mairie qui est l'une des plus grandes, plus hautes d'Europe, avec 16 étages, c'est une tour. C'était à l'époque du communisme dans sa splendeur en France, ça a été fait dans les années 70. La banlieue rouge de l'époque. La banlieue rouge, tout à fait. Et encore aujourd'hui, puis vous avez le bassin, vous avez le port autonome de Paris, donc c'est une ville qui porte un peu l'histoire du communisme en France. Et puis, il y a des choses qui se font qui sont très bien. Moi, je veux pas tout, comme je vous ai dit, noircir sur des villes, parce qu'il y a du bon et du moins bon partout. Mais malheureusement, il y a du mauvais qui nous aide pas à évoluer les uns les autres et qui nous oppose. Et ça, je peux le renvoyer aussi à l'échelle au niveau national, si vous voulez. Alors justement, parlons-en, mais restons. Quand vous dites qu'il oppose, parce que c'est vraiment le nœud du problème, c'est que est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, vous savez, j'avais reçu un ancien préfet qui parlait de la politique du logement social. Et pourquoi ? Vous connaissez ça au moins aussi bien que quiconque, Nadir Kaya. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des immeubles, dans des quartiers, etc., où il y a les mêmes communautés, presque les mêmes doubles nationalités ou pas, et on se retrouve ensemble au lieu... C'est-à-dire cette fameuse mixité sociale dont tout le monde a parlé, oui, il faut mélanger, métisser, tout ça. On a l'impression que ça s'est pas fait du tout depuis 40 ans ou 50 ans. Alors, je vais essayer de répondre rapidement, parce que j'ai plein de choses en tête quand vous parlez par rapport à des sujets. La mixité sociale, si vous voulez, en France, c'est compliqué, parce que là aussi, il y a de l'hypocrisie. Et il y a des paradoxes. C'est-à-dire que vous avez des personnes, effectivement, quand je pense que vous faites peut-être allusion à des étrangers quand ils arrivent sur le territoire, le premier réflexe qu'ils ont, et c'est humain, on peut le comprendre, vous avez aussi des Français qui vont à l'étranger, qui fonctionnent comme ça, qui vivent entre Français, au Maroc ou ailleurs. Mais bizarrement, on s'interroge un peu plus quand c'est des étrangers qui viennent en France. Mais c'est bizarre, mais pourquoi ils vivent entre eux ? Pourquoi ça vous choque d'un côté ? Non, mais c'est pas choquant. Non, mais pas vous personnellement. Je vous parle de l'hypocrisie française, de la mentalité, du fait qu'on les a conditionnés comme ça à s'interroger sur certaines choses, et puis de l'autre côté à fermer les yeux. Oui, vous avez des étrangers qui viennent et qui préfèrent vivre entre eux parce que ça leur permet quelque part, pour certains d'entre eux, de pouvoir mieux s'intégrer en vivant d'abord avec des gens similaires à leur culture et pour pouvoir avoir les codes, pour pouvoir vivre bien en France. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous avez paradoxalement des villes où on fait en sorte, et on l'a vu, je crois qu'il y a eu des scandales là-dessus, de mettre des personnes entre eux volontairement. Vous savez, le fait de dire, notamment dans les HLM, de dire, moi, dans cette barre d'immeuble, je préfère avoir que des Arabes. De ce côté, que des Noirs. Vous avez des maires et des HLM, des offices qui ne le disent pas, qui fonctionnent comme ça, parce qu'on ne dit pas les choses en politique. Ou alors on le dit dans des cercles restreints. Mais la réalité, elle est comme ça. Moi, j'ai vécu dans le 9-2, et je suis souvent dans le 9-2 et le 9-3, qui sont... pourtant, je suis à Gennevilliers, la limite, c'est le 9-3. Et quand je traverse la 86, ou le pont, ou les différents ponts de la Seine, je m'aperçois que déjà entre ces deux départements, il y a des différences extraordinaires. Et notamment, par exemple, expliquez des communautés sur des communautés. Moi, je suis à Gennevilliers, vous avez une certaine mixité, qui n'est pas totale, qui n'est pas parfaite, mais elle est quand même plus importante que celle que j'ai connue du côté de la Courneuve, ou du côté de Bobigny, ou du côté du Bourget, où là, on fait en sorte de ramener de l'immigration sur l'immigration, et ça change le visage d'une ville, mais c'est aussi la volonté de certaines politiques, et ça, faut le dire. C'est pas simplement le fait que des Arméniens ou des Africains voudraient simplement... c'est parce qu'il y a aussi une logique sociale. Ces gens-là, je pense que s'ils avaient la possibilité d'aller à Neuilly ou à Boulogne, ils le feraient, mais ils peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ou alors parce qu'on veut pas d'eux. Oui, mais comment, alors justement, vous dites ça, et on comprend ça, je veux dire, c'est pas une question de jugement, mais comment vous dites d'un autre côté, ils cherchent à s'intégrer, mais c'est très compliqué, comment on peut, et justement, c'est peut-être le rôle des politiques aussi qui n'ont pas fait leur boulot, comment on peut chercher l'intégration, et en même temps, condamner les gens, disent, là c'est pour les Arabes, là c'est pour les Africains subsahariens, là c'est pour ceci. Comment peut-on s'intégrer quand on vit dans l'entre-soi ? Il y a un vrai problème. C'est ce que je vous dis, c'est le phénomène du paradoxe et de la nature humaine. On est tous dans le paradoxe. Moi, le premier, je pense que vous l'êtes tous un peu quelque part, parce que des fois, on tient des propos et on fait le contraire. Volontairement ou pas.
intellectuellement ou naïvement. Mais on le fait, c'est le propre de l'être la humain. malhonnêteté intellectuelle, moi je trouve, pour ceux pour qui des font gens ça. qui ont des responsabilités comme les hommes politiques, oui. C'est ça. Moi je l'ai souvent dit, comme je vous ai dit, j'interpelle les médias et les politiques depuis longtemps sur certaines situations. Après je suis très critique sur les politiques et les médias, mais je le suis encore plus sur les banlieusards et encore plus sur les musulmans, parce que je suis aussi musulman. C'est peut-être pour ça qu'on va peut-être aborder des choses et vous allez peut-être comprendre ce que je peux dire très librement et sur les uns comme sur les autres. Vous dites que les responsabilités, en fait, sont partagées. Évidemment. Je le dis souvent, les responsabilités sont globalement et souvent partagées. Après, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Bien sûr. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre leur part de responsabilité et d'autres qui voudront pas. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont élus par les Français. Et là, en termes de responsabilité, c'est pas la même responsabilité qu'on peut demander à un simple citoyen, même s'il a des droits et des devoirs. Bien sûr. Mais souvent, on oublie les devoirs pour ne penser qu'aux droits. Vous le savez, de part et d'autre. Hein. Oui, mais on l'a vu aussi en politique. Hein. Là, j'ai le souvenir de certaines affaires politiques, parce que pour revenir à un terme que M. Sarkozy a employé en parlant de racailles, là, hier, j'ai fait un petit tweet très très simple, en rappelant qu'il y avait aussi des racailles tout en haut de la pyramide, à travers les condamnations qu'ils ont pu avoir. Tout à fait. Vous savez, il y a racailles d'en haut et racailles d'en bas. Et mais on a souvent. n'excuse pas l'autre. Oui, mais on fait croire aux Français qu'il y a que des racailles en bas. Non, mais et c'est bien de rappeler que des racailles, il y en a partout, Partout, c'est-à-dire des individus qui sont. C'est vrai, qui peuvent être malhonnêtes ou injustes. Mais comment faire aujourd'hui? Vous savez très bien, on n'est pas, et justement, on est en genre dans la franchise et j'espère dans l'honnêteté intellectuelle, en tout cas. Comment faire pour empêcher les intérismes, je dis bien les intérismes, il n'y a pas pour moi un intérisme d'un côté, un intérisme de l'autre, il y a des intérismes, il y a des positions qui se ossifient, qui se durcissent, vous savez, comme une arthrose, etc. Et on commence à avoir une espèce d'arthrose nationale où on dit, voilà, de nous, alors vous savez, la cagophobe, toi t'es islamophobe, toi tu es géodophobe, toi tu es christianophobe, sans parler des homophobes, etc. Oui, ou antisémite, moi on m'a traité d'antisémite, islamiste, homophobe. Pour avoir fait peu de médias, j'ai souvent été qualifié comme ça par rapport à des discours qui plaisaient pas à certains. Mais de l'autre côté, si on va parler des banlieues, je sais qu'en banlieue, il y a des personnes qui vont me tweeter, qui vont me dire, voilà, tu fais des médias, t'es un vendu, voilà, les termes qu'on peut entendre, comme vous dites, à droite ou à gauche, ou le fait qu'on vous classifie d'un endroit ou d'un autre en fonction de votre prisme à vous. C'est ce qui pose problème, parce que c'est la France d'aujourd'hui, malheureusement. Et pour changer tout ça, moi je vais vous parler de plusieurs choses. Il faut de la sincérité, du courage, et comprendre que la seule façon de régler les problèmes pour les gens qui souhaitent les régler, c'est d'avoir le courage de faire tout ça. C'est-à-dire oser dire les choses. Il faut dénoncer les choses, il n'y a pas de honte à dénoncer ce qui ne va pas chez les autres, bien sûr. Encore plus chez soi-même. Chez soi, voilà, des deux côtés. Et avoir des gens comme ça en face de vous, comme là on a un discours franc, je pense que, parce qu'à travers mon parcours associatif, j'ai croisé beaucoup de personnes dans le milieu politique, sportif, médiatique, et c'est souvent en discutant avec les gens, surtout les gens qui sont pas comme vous, qui ne viennent pas des mêmes horizons, qui ne pensent pas comme vous, ou qui ont des pensées différentes ou des opinions différentes, sur des sujets, qu'on s'enrichit et qu'on arrive à comprendre que parfois on est nous-mêmes dans des excès. Tout à fait. Et puis si on discute qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, c'est rien. Enfin, c'est du clonage physique et intellectuel, ça n'apporte rien. Nadir Kaya, on continue cette conversation qui me paraît vraiment très intéressante après cette petite pause. Et puis vous aurez la parole évidemment pour poser toutes vos questions à Nadir Kaya qui est avec nous jusqu'à 14h, chers auditeurs. À tout de suite sur Sud Radio 0826. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors effectivement, Nadir Kaya, on a parlé du rôle, enfin la France est le pays qui compte effectivement le plus d'associations en Europe et peut-être dans le monde, mais je voudrais qu'on parle précisément de votre association, Banlieue Plus et les quartiers. Qu'est-ce que concrètement vous faites? Quel est votre travail? Consiste en quoi? Alors je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors j'ai créé l'association avec des amis d'enfance, parce que il y a plus de 12 ans. D'accord. Les associations, c'est aussi dans l'ADN de beaucoup de personnes en banlieue. Ma première association, j'avais 16 ans, j'avais envie de sortir des jeunes qui étaient plus jeunes que moi ou qui avaient mon âge pour sortir de notre quartier. Et, vous étiez à Gennevilliers? À Gennevilliers, oui. Quartier du Lutte, quartier qui s'appelle le Lutte. D'accord. Qui a beaucoup changé, comme beaucoup de quartiers.
mais des choses qui n'ont pas changé malheureusement. Et j'avais créé une petite association qui s'appelait Lumen, avec 2 amis aussi d'enfance à l'époque, et on voulait sortir les jeunes. Donc on allait chercher des subventions, on était parti au cinéma, à la patinoire, faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, nous sortir du quartier. Et ça, beaucoup l'ont fait, et beaucoup continuent à le faire. C'était l'idée de sortir du quartier. Sortir du quartier, parce que voilà, le quartier c'est le quartier, mais ça reste une zone fermée. On en parlera peut-être sur les solutions concernant les banlieues. Et moi j'en ai une très radicale, mais bon, il faudra avoir du courage politique pour le faire. Donc après, j'ai créé l'association quelques années après. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un travail, donc je me suis dit tiens, on est, je crois, début des années 2010. Je me dis c'est pas possible, on va pas continuer comme ça avec ces préjugés, ces clichés. En regardant les médias et la télé, je m'aperçois que les années s'écoulent et c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent dans les médias ou dans la bouche de certains politiciens. Donc je me suis dit voilà, pour connaître pas mal de personnes en banlieue, on va créer une association qui va avoir la prétention à l'époque de casser les clichés, les préjugés. Donc j'ai réuni des personnes qui avaient des compétences diverses et on s'est dit voilà, on va essayer de faire quelque chose qui s'est jamais fait en France, c'est créer un lobby des quartiers. Voilà, créer un vrai rapport de force avec les politiciens localement, mais aussi au niveau national, et en même temps donner une image et faire comprendre aux Français qu'on est Français, même si on a des origines diverses, ou parfois qu'on peut partager avec d'autres Français, mais qu'il y a surtout des compétences dans les quartiers, et qu'à travers ça, on peut changer les choses. Des compétences professionnelles, de tout. Enfin, multiples, diverses. Voilà. Il y a 30 ans, c'était plus compliqué. Depuis 20 ans, aujourd'hui, en banlieue, il y a toutes les compétences possibles et inimaginables. Et moi, c'est ce qui me frustre aujourd'hui, et c'est ce qui me donne la niaque aussi pour aller voir un peu tout le monde et leur dire c'est bon maintenant, on n'est plus... on va travailler un peu, quoi. Voilà, on n'est plus avec Mitterrand, la marche des beurs ou la main jaune, là, c'est bon maintenant. On est des citoyens, voilà, SOS Racisme et toute la clique et tout ce qu'ils ont pu faire. Là aussi, j'ai des choses à dire sur la politique de gauche. Et donc, cette association, on a commencé très simplement à faire des rencontres débats sur différents thèmes qui nous touchaient. Que ce soit la justice, le rapport avec les jeunes et la police, pas que les jeunes, parce qu'on a souvent cette image de la banlieue et les jeunes. La banlieue, c'est comme la France, hein. Vous avez des vieux, des jeunes, des grands, des petits, des gros, à casquette, capuche, en costume. On a vraiment de tout, c'est la France. Mais on a cette image-là. Donc on a fait ça pendant 7-8 ans. On a invité tout un ensemble de politiciens et puis des débats, des rencontres. Voilà, à Gennevilliers principalement. On a fait à la Courneuve sur les européennes avec monsieur Asselineau. On a reçu monsieur Bayrou à Gennevilliers, madame Taubira. Moi j'ai été reçu par certaines personnalités. Et puis avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a pas grand-chose qui bouge en fin de compte, parce que politiquement, il n'y a pas de volonté. Mais donc l'association, donc on a fait aussi un pôle solidarité qui jusqu'à aujourd'hui, depuis 12 ans, fait des maraudes. On a un partenariat avec la mairie du Blanc-Ménil qui nous met à disposition un local, parce que ça c'est très compliqué dans le jeu du clientélisme et de tout ce qui va avec. D'avoir un local. Si vous n'êtes pas affilié à un parti ou si vous n'êtes pas soumis à un silence total, vous aurez rien, pas de subvention. Nous, heureusement, on a compris qu'on n'avait pas besoin de subvention pour vivre, juste de la compétence, du culot et des idées. Et ça fonctionne. Donc depuis 12 ans, on a distribué des milliers de repas. On prépare les repas au Blanc-Ménil. Voilà, pour les gens qui le souhaitent. Je fais un peu de pub. On prépare les repas, les paniers repas et des vêtements que beaucoup de gens nous envoient. Il y a aussi des kits d'hygiène. Et tous les dimanches, il y a à peu près, ça peut aller de 10 à 40 bénévoles qui viennent de toute la région parisienne depuis 12 ans. On prépare des repas et des vêtements et on va les distribuer. On fait une maraude. Donc on va sur le terrain et notamment dans toutes les semaines, pratiquement. Tous les dimanches. Ou un dimanche sur deux, ça dépend après des bénévoles et de l'organisation. Bien sûr. Et ça, à l'époque, on avait commencé, c'était avec les SDF. Parce qu'à l'époque, on disait SDF. Et depuis maintenant 10 ans, il n'y a pas que des SDF, il y a aussi des migrants. C'est aussi ça la réalité de la France et notamment de certaines grandes villes comme Paris. Et donc, on va distribuer ces repas, mais ce qui nous intéresse au-delà de distribuer des repas, parce qu'en France, on ne meurt pas de faim. Heureusement, les personnes à la rue, malheureusement, ne meurent pas de faim, ils meurent de froid ou de conditions dans lesquelles ils sont. Ça, c'est aussi une réalité. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer ces gens et d'avoir de l'humain, de discuter avec eux et de parler avec eux. Donc ça, c'est un pilier de l'association. Et puis moi, depuis quelques années, comme je vous ai dit, je fais du lobbying, c'est-à-dire je pousse les médias à ouvrir leurs portes, pour qu'on puisse aussi s'exprimer et faire comprendre qu'on est des individus comme les autres et qu'on peut tous travailler ensemble à condition de le vouloir et d'avoir le courage de le faire. Donc voilà. Et puis je fais du réseau, c'est-à-dire que je me branche avec pas mal de personnes qui sont un peu partout en France et notamment en région parisienne, dans le milieu associatif. Et puis on essaie de faire des actions ensemble, des manifestations parfois. On a fait des marches contre l'islamophobie. On a fait des rassemblements pour soutenir des personnes qui s'engageaient politiquement. Bon, moi, je suis ni de droite ni de gauche. Je ne fais pas de politique au sens propre, mais je fais du réseau dans les quartiers, en banlieue. Juste, c'est intéressant. Vous avez participé à une marche contre l'islamophobie. Juste parler, quand vous avez, par exemple, et vous savez que ça existe, que l'intérisme est partout, quand vous avez, par exemple, des islamistes intéristes qui donnent des choses assez fortes, vous savez, même extrémistes,
que ce soit, vous savez, l'autre fois j'ai vu un truc, ni blanc, ni police, etc., etc. Ouais. Hein. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir en disant, attendez, il faut être extrémiste ni d'un côté, ni du côté des pros, effectivement, que ce soit, je veux dire, des sionistes fanatiques ou autres, ni de l'autre côté. Est-ce que, par exemple, quand c'est de côté, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir ou pas? Alors oui, pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, pardon. La première, c'est que je suis un citoyen assez équilibré, je pense, qui a une expérience de banlieue, mais qui reste un citoyen. Et l'autre partie, c'est que je suis un citoyen de confession musulmane, donc j'assume le fait d'être un musulman. Et en tant que musulman et en connaissant un petit peu ma religion, je réfute l'extrémisme, c'est-à-dire la radicalité de certains. Et j'ai pas attendu d'être ici présent pour combattre ça. Je l'ai vu arriver et voir une certaine vision de l'islam que je ne partage pas avec certains. Parce que moi je suis aussi quelque part comme certaines personnes, c'est-à-dire j'ai connu les banlieues avec la mixité dans les années 70 et 80, j'ai vu l'arrivée de la drogue fin 70, début 80, j'ai vu l'arrivée d'un nouvel islam dans les années 90, et aujourd'hui je vois la France dans l'état dans lequel elle est. Donc je peux me permettre d'avoir un avis sur ces différentes périodes. Et comme je vous disais, en tant que citoyen engagé et musulman, moi je réfute les postures extrêmes. C'est-à-dire que même moi je peux avoir des postures extrêmes à un certain âge, mais aujourd'hui avec l'âge que j'ai, l'expérience que j'ai compris il y a quelques années qu'on ne peut pas avancer comme ça, même personnellement, de croire que les autres ont tort et de croire que soi-même on avait la vérité absolue. Le camp de la vérité d'un côté, le camp du mensonge de l'autre. Voilà, donc mon profil aujourd'hui, c'est un profil qui cherche l'équilibre partout. Après, c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, on a le phénomène du paradoxe qui nous pousse à chaque fois. On veut souvent, c'est la nature humaine, mettre en avant ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir, à la face des gens. Et je me suis aperçu que c'est pas comme ça qu'on fonctionnait. La richesse, c'est, comme je vous ai dit, c'est de construire et de conjuguer avec les autres. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on vit dans une société, dans un monde qui va très vite et qui fait pas qui laisse pas trop le temps à la réflexion. On est surtout dans l'émotion. C'est ça. Et c'est plus le temps gros passe, problème, ça. Voilà, plus le temps passe et plus on va avoir du mal à résoudre des problèmes parce que le temps passe et parce que les gens se radicalisent d'un côté comme de l'autre. Alors justement, Nadir Kaya, c'est très intéressant. On va parler effectivement parce que vous m'avez dit à un moment donné, j'ai un plan qui va me pas valoir pour sortir justement de cela, enfin par rapport aux banlieues, etc. Ouais. Voilà, on va en parler, mais je crois que nous avons Esteban. Oui, nous avons une auditrice, c'est Lila qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer. Et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Je suis tout à fait d'accord avec votre invité. C'est le fait qu'il y ait beaucoup on va dire d'étrangers, mais c'est pas des étrangers, de personnes d'une certaine communauté ensemble. Tout ça s'évolue. Moi, je le vois dans les HLM. Tout cela est fait. Nous sommes actuellement en pleine rénovation. Il y a des logements qui se sont libérés. Oui. Eh bien, une personne avec des origines maghrébines a été remplacée par une personne. Et moi, il y a quelques années, quand j'ai habité, il y avait de tout. Il y avait des étudiants, il y avait bref, ça c'est fait. Je voulais aussi dire à ce monsieur merci de ce qu'il fait, mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y aurait une chose aussi à faire pour les enfants. D'abord, il faut sauver les petits. Les petits maintenant, parce que ceux qui ont passé un certain âge, c'est pas possible. Il faut sauver les tout petits. Et il faut travailler avec les parents. Vous voyez ce que je veux dire, avec les mamans surtout. C'est très très important. Et puis surtout, ce monsieur, ce serait sympa s'il peut amener les enfants, par exemple, les sortir, mais vous savez, pour passer une semaine quelque part, pour qu'ils voient autre chose, les animaux, les agriculteurs. Ça demande des moyens, et ça demande des moyens que, en fait, les autorités, qu'elles soient au niveau municipal, départemental, régional, devraient faire de toute urgence. Mais malheureusement, ça fait. Alors, Nadir Kaya, par rapport à ce que dit Lila. Déjà, merci beaucoup. Bonjour madame, et merci pour... Si vous saviez le nombre d'idées que j'ai, monsieur, c'est dommage, je suis pas informatisé, tout ça, mais si j'avais... vous allez échanger hors antenne, on vous donnera Manu à votre numéro de téléphone et Nadir Kaya, si vous êtes d'accord. J'ai des cartes de visite, je vous les donnerai, vous pourrez les transmettre, il n'y a pas de souci. Alors, donc, oui, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que dit Lila ?
Je veux dire, par rapport à dire effectivement la mixité, elle dit que une famille maghrébine a été remplacée, mais j'ai pas entendu par quelle autre famille. Est-ce que c'est par une autre famille maghrébine? Est-ce que qui a remplacé la famille maghrébine par rapport à HLM où vous habitez, Lila? Oui, eh bien, écoutez, c'est les HLM qui décident. Moi-même, je n'ai jamais demandé à habiter un certain quartier avec un immeuble d'une certaine façon. On vous dit, mettez tout ce que vous souhaitez, et finalement, quand on vous dit, il y a que ça pour vous, ou vous n'avez pas le choix, et vous dites, mais ça correspond pas à mes demandes que je voudrais tout noter. Bon, bref. Et non, c'est comme ça, et je vois surtout en ce moment, je vous dis, c'est l'opportunité pour faire un peu une mixité. Eh ben non, tu es un Comorien, tu t'en vas, on remet, c'est ça que je voulais dire, c'est pas que des Maghrébins. Tu remets un Comorien, tu remets, voilà. Non, mais j'ai compris. Voilà. Oui, mais c'est compliqué parce que cette question ou cette remarque de madame amène à beaucoup de sujets, l'immigration, la mixité sociale. Moi, je vous ai dit par rapport aux banlieues, une des solutions que je peux avoir, elle n'est pas extraordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de solution magique de toute façon si on veut régler certains problèmes. Comme je vous ai dit, il faut du courage, de l'ambition politique pour certains, du courage politique, pas de l'ambition politique, du courage politique, et puis surtout que les citoyens français comprennent qu'ils ont aussi leur part de responsabilité et ils doivent aussi s'engager et ne pas tout attendre des politiciens. Ça, c'est un vrai fléau en France parce que beaucoup de Français attendent tout des politiciens et puis les années passent et puis on s'aperçoit que rien n'est fait. Et puis après, on va être dans la critique facile. Oui, mais ils n'ont pas bien fait, ils n'ont pas fait mieux. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu es capable d'apporter? Vous allez vous apercevoir que la majorité des Français, ils apportent pas grand-chose. Et c'est toujours la minorité qui fait évoluer la majorité. Et quel que soit le contexte ou l'histoire ou le pays, ça fonctionne comme ça, c'est aussi la nature humaine. Donc à un moment donné, il faut que les gens se disent, moi j'aimerais faire partie du côté des personnes, et comme la dame elle vient de le dire, elle a des idées qui apportent des idées, mais les idées, il faut les porter, mais il faut aussi aller jusqu'au bout. Et ça, c'est très compliqué en France. Après, pour revenir à cette problématique des banlieues, moi j'ai une solution qui est assez simple. Que beaucoup vous disiez même radical. Oui, c'est un plan banlieue Marshall, un plan Marshall pour les banlieues. Et une autre philosophie. Il faut raser ces banlieues. C'est des banlieues, je rappelle, qui sont les héritières de ce qu'on appelait les bidonvilles à l'époque. Et donc on a fait des banlieues rapidement parce que la situation économique était favorable. Donc il fallait construire rapidement, loger un maximum d'immigrés pour pouvoir travailler, construire et développer la France. Mais ça a duré, c'est les années 60, ça a commencé 70 pour exactement les grands ensembles. Ça fait 50 ans. Donc maintenant c'est obsolète. On voit les problématiques qui existent. Donc à un moment donné, au niveau de l'urbanisme, il faut repenser la France. Il faut arrêter de construire à la verticale, peut-être à l'horizontale. Là aussi, ça va éviter la désertification ou les campagnes comme ça qui tombent dans un isolement total. Donc maintenant, je pense qu'il faut une vraie réflexion sur 30 ou 40 ans. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de courage. On met des pansements sur la situation des banlieues. Donc on va vous dire oui, on va vous raser. Moi, je sais de quoi je parle. On a rasé l'un des premiers suite à la politique de Monsieur Borloo. On a rasé l'un des premiers immeubles dans les banlieues, c'est le mien. Voilà. Mais le quartier, les problèmes. Quelque chose au niveau de l'urbanisme et de la visibilité, si vous voulez. Mais bon, ça peut empêcher du côté d'Asnières de construire encore des bars et des bars. Donc je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut une vraie politique ambitieuse. Il faut repenser la France dans ses villes et dans sa conception des villes. Et tant qu'il n'y a pas ça, on va continuer à parler des banlieues, dire oui, mais écoutez, regardez ces gens qui sont entassés, quand même, ils sont pas sympas. Il y a de la drogue, il y a de la violence. Oui, même pour la drogue et la violence. Le fait de repenser nos villes, ça va permettre à certaines personnes de ne plus vivre ensemble et de pas être aussi quelque part les héritiers d'une certaine violence. Oui, mais alors, Nadir Kaya, moi je vais être pas cynique, je vais me faire le propos. Le problème, et c'est la nature humaine, on revient à ça. Le trafic de drogue, vous le savez, c'est 3 milliards, rien que pour en France, 3 milliards d'euros par an. Bon, il y a des familles, des quartiers, etc., qui vivent de ça. Oui, tout à fait, Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on veut être, et là, on est brut de décoffrage, et dit, mais si on enlève ça, comment vous allez les faire vivre dans la situation actuelle? C'est-à-dire, je suis pas pour le trafic de drogue, vous avez bien compris. Mais je veux dire, on l'a laissé s'instaurer depuis des années, des décennies, une économie parallèle. Moi, je l'ai vu arriver fin 70 dans les quartiers. C'est ça fait plus de 40 ans, plus de 40 ans. Mais comment, par exemple, rien que ça, ce problème de la drogue, dont on sait qu'il est extrêmement plus qu'important, comment on fait pour le... Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a plein de facteurs qui se conjuguent là-dessus. Même moi, en termes de réflexion, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, on va faire croire aux Français, on va mettre plus de policiers, on va taper plus fort, plus de prisons, ça va régler le problème. Non. C'est un problème qui est ancré en France depuis toujours. La drogue, ça concerne tous les pays du monde. Ce que fait Monsieur Darmanin avec son plan XXL, les gens m'ont critiqué, je trouve que c'est déjà pas mal de faire ça. C'est courageux. Après, le problème, c'est qu'il faut aller dans le temps.
pas dans l'action à l'instant T. Pas dans la communication. Et c'est compliqué parce qu'à un moment donné, il faut taper partout à la fois. Taper sur les plus faibles ou sur les revendeurs ou ceux qui font le guet, c'est pas suffisant. Il faut aller à la source aussi. La source, c'est quoi? C'est les pays qui fabriquent cette drogue. Mais là, par contre, ça pose un problème au niveau international. C'est-à-dire qu'il va falloir... Et on connaît très bien les pays qui les fabriquent. Les pays qui fournissent, que ce soit le Maroc, l'Afghanistan, d'autres pays. Et là, par contre, politiquement, c'est moins... Ils ont moins de courage, les politiciens, pour aller parler avec eux. Donc c'est bien de faire croire aux Français qu'en tapant en banlieue, et notamment ceux qui trafiquent, on va régler le problème. Non, c'est plus profond. Moi, j'ai connu des familles, et puis je voudrais juste passer un message, j'en profite, à tous ces jeunes, et c'est moins jeunes, parce que là aussi, il y a le cliché du jeune qui deal. Non, il y a aussi des gens qui sont pas jeunes et qui deal et qui font du business. Et ça leur rapporte. Moi, je dis à ces gens-là, l'avenir, il n'y a pas d'avenir dans le trafic de drogue. Dans la violence, il n'y a pas d'avenir. Je connais aucune personne avec qui j'ai grandi, que je connais, et partout en banlieue, hein, parce que c'est la même chose dans toutes les banlieues. Je connais aucune personne qui a réussi sa vie. Aucune personne. Qui était dans ce trafic-là, etc. On croit ils s'enrichissent quand même. Ils s'enrichissent, mais ça dure qu'un temps. Mais le pire là-dedans, c'est que ça dure un temps, ils se détruisent, et encore pire là-dedans, ils détruisent leur famille, leur environnement. Et ça n'apporte rien si c'est pas que la misère et la violence. Donc à un moment donné, je veux bien croire que certains n'ont rien à faire, entendre ça, mais j'y crois pas, parce que ces gens-là ont, pour la plupart d'entre eux, des familles, même si vous avez connu, vous, des gens qui ont versé là-dedans. Ah oui, j'ai tellement d'exemples. Moi, j'avais envoyé un truc et j'avais donné des exemples. Moi, tous les gens qui étaient rentrés là-dedans, parce qu'après, il faut faire le distinguo. Il y a des vrais méchants dans les quartiers. Ceux-là, c'est compliqué à vouloir régler leur situation. Et puis la grande majorité, c'est des gens qui suivent. Moi, je les appelle des suiveurs. Et ceux-là, ils me font plus de peine parce que c'est des gens qui sont dans une situation. Voilà. Voyous, et moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent parce que les vrais voyous, c'est plus compliqué. Et là, c'est du ressort de la police et de la justice. Mais par rapport à la majorité de ces guetteurs, même des gens qui dealent, hein, vous avez des gens qui sont pas méchants, mais qui suivent, ou alors qui veulent faire de l'argent, qui se donnent une image. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure de la culture de la violence dans les quartiers. On a banalisé ça, on a normalisé ça. On fait croire à certains que tu vas être un homme ou un bonhomme du fait de trafiquer ou d'avoir à des liens avec ces gens-là, et puis on s'aperçoit avec le temps qu'en fin de compte tu ne fais que perdre ton temps, et tu peux perdre même la vie ou des années, et puis surtout tu peux avoir des conséquences ou avoir des conséquences pour ta famille. On va continuer à en parler des banlieues, de la manière effectivement dont Nadir Kaya en parle, et je trouve qu'elle est très raisonnée, en tout cas dans ce que j'ai entendu, et vous allez avoir aussi la parole. Oui, évidemment, 0826 300 300, et vous êtes beaucoup à commenter évidemment sur le Facebook Live de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec Nadir Kaya, qui est notre invité jusqu'à 14h. On a beaucoup de questions, André, sur les réseaux sociaux. Je vais essayer d'en schématiser deux ou trois. Alors, il y a plusieurs questions pour vous, Nadir Kaya. Déjà, que pensez-vous de la police de proximité qui a été enlevée dans les banlieues, et quel est le rôle des grands frères aujourd'hui dans les quartiers? Peut-être que vous défendez cette position. Et après, il y a une deuxième question. Tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et dans le rap des rappeurs qui viennent des quartiers, ça véhicule ce que vous dénonciez justement, le trafic de drogue, la violence. Peut-être un peu de... Alors, on va arrêter là pour les questions. Ouais, heureusement que le rap ne se résume pas à ça, mais il y a de ça. Par rapport à la police de proximité, je peux en parler, je l'ai connu. Moi, je faisais du foot et de la boxe avec les policiers, les îlotiers. Mais c'était pas la même époque. Le trafic de drogue n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, et la violence n'était pratiquement pas du tout la même. Il y avait une certaine violence, mais rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et entre-temps, il y a 20 ou 30 ans qui sont passés. Donc, moi, quand j'entends des gens qui disent oui, il faut la police de proximité, je pense que c'est des gens qui sont nostalgiques d'une époque. On peut l'être. La mettre comme ça, du jour au lendemain, c'est pratiquement impossible. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, il y a une violence, et puis il y a une fracture qui s'est créée dans les quartiers entre les habitants et la police. Et c'est compliqué. Et puis à ça, on peut se rajouter la police, les violences policières qui font que certains aujourd'hui, même des jeunes qui n'ont pas vécu d'actes violents de la part de policiers, ont cette culture anti-police, parce qu'on leur a inculqué, il faut être contre la police nous aide pas, ils sont tous racistes et tout ce qu'il y a. Et ça complique les choses. Plus la société, la misère, la pauvreté. Et les grands frères, alors? Les grands frères, ça aussi c'est un terme qui a été employé par des politiciens de gauche. Moi je parle pas de grands frères, je parle de citoyens qui étaient déjà sensibilisés. J'en fais partie. Moi j'ai vu aussi ce qu'on appelait des grands frères à mon époque, parce que je fais partie de cette génération qui est entre les deux. Et c'était pas des grands frères, c'était simplement des citoyens qui étaient déjà sensibilisés sur des situations et qui voulaient apporter leurs compétences pour régler des problèmes qui déjà émergeaient.
Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'être nostalgique et de croire à tous ces retours-là par rapport à une situation qui est nouvelle ou qui a changé. Certes, il faut de la police, il faut une police plus nombreuse, plus équipée. Moi, je suis pour qu'on unifie la police nationale et municipale, qu'on arrête de faire le distinguo entre les deux, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes missions et surtout les mêmes formations et surtout les mêmes moyens. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut additionner les deux et faire une police nationale avec des vrais moyens. À sous-produit, quoi. Enfin, oui, à un moment donné, il faut mettre les moyens, il faut unifier les forces et les compétences. Tout à fait. On a Marc, je crois. Oui, c'est Marc qui nous appelle, qui a une question pour Nadir Kaya. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Alors, j'ai écouté votre discours depuis tout à l'heure et j'ai voulu réagir un petit peu sur la mixité dans les banlieues. Oui. Le problème, à mon avis, hein, à mon sens, il est bien plus profond que ce que vous dites, parce que quand on observe bien, quand il y a eu la création des cités, des banlieues, à l'extérieur des villes, au départ, il y avait de la mixité. C'était très bien, etc. Et donc, il n'y avait pas de problème particulier. Et après, Marc, faites vite. Excusez-moi, je vous demande d'être dire court parce qu'on arrive hélas en fin d'émission. D'accord. Et alors, le problème, c'est que quand les Français de souche se sont enrichis un petit peu en travaillant, ils ont quitté les quartiers. Ouais. Ils ont fui les quartiers parce qu'ils avaient l'envie et la volonté d'acquérir des appartements. Des maisons, des appartements. J'ai connu ça. Ouais. Et ils ont laissé l'immigration toute seule. Et l'immigration a une culture de colonisation, c'est-à-dire qu'ils veulent tout gratuit et pas cher. Donc ils ne font pas l'effort, si vous voulez, de se payer un appartement, pas à 100%. C'est méchant de dire ça, si je peux me permettre de vous couper. Ouais. Oui, parce que vous généralisez, là on peut pas dire ça. Non, mais j'allais vous Ils veulent tout gratuit. Faut pas être étranger pour tout vouloir gratuit, c'est le propre aussi de beaucoup. Et finissez mais rapidement là. Excusez-moi, j'allais vous dire, pas tous, bien entendu, pas à 100%, mais une grande majorité qui ne veulent pas se donner les moyens ou qui ne peuvent pas, peu importe, mais le résultat est le même. Donc après ils se retrouvent entre eux, en communauté de gens qui... Marc, je comprends, veulent pas et peuvent pas, c'est pas la même chose, mais... Moi, je peux réagir brièvement. Moi, je vais aller sur votre début de votre intervention qui me paraissait plus intéressant parce que le reste, après, il y a débat. C'est votre point de vue. Sur le fait que vous disiez que ce n'était pas simplement le propre de la mixité sociale, le problème. Oui, moi, je sais qu'il y a aussi un problème qui est lié à l'histoire de la France, à la colonisation, à la perception que certains ont de la France et le fait qu'on mélange la France du passé et la France d'aujourd'hui. Certains, je crois que c'était un psychanalyste qui avait fait un livre sur l'héritage des enfants de colonisés, des enfants de victimes de la colonisation, et qui disait qu'aujourd'hui ces enfants reproduisent les mêmes postures. Oui, mais est-ce qu'on va rester 100 ans dans le schéma de la colonisation, justement là aussi, je vais peut-être pouvoir étonner, moi en tant que Français et Algérien, parce que j'ai la double nationalité. Moi, je suis pour qu'on tourne la page. Parce qu'on peut pas reprocher au gouvernement d'aujourd'hui et aux Français d'aujourd'hui d'avoir fait ce qui s'est passé à une époque par d'autres Français et d'autres gouvernements. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de table ronde là-dessus. Vous avez d'un côté des gens qui vous disent oui mais la France elle est raciste, elle a colonisé, puis de l'autre côté vous avez dit oui mais bon on va pas s'excuser du passé. Pourquoi on se met pas autour de la table et on trouve un consensus là-dessus pour tourner la page définitivement. Tourner la page, ça veut pas dire oublier, c'est tourner la page et avancer ensemble, dire oui la France elle a une histoire, il y a des choses qui étaient bien, des choses qui étaient pas bien. On se le dit, chacun donne son avis et on essaie de construire une France plus riche et moins divisée. Et moins apaisée. Merci Nadir Kaya, je crois que les choses ont été dites, on reparlera de tout cela évidemment, ce n'est pas mais on a au moins parlé très franchement et je crois très honnêtement. Et je voulais juste préciser à Marc quand même, dans les banlieues, il n'y avait pas que des gens issus de pays colonisés, parce que c'est mon cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une seule citation, mais rapide. Oui, parce que j'avais ramené des petites citations, c'est toujours intéressant pour s'élever un peu et sortir du marasme quotidien. Oui, Saint-Exupéry, dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. Très bien. Ouais, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup André Berkoff d'avoir été avec nous. Vous revenez demain de 13h à 14h pour la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et merci Nadir Kaya d'avoir été avec nous. À tout de suite, à demain sur Sud Radio. Tout de suite c'est Brigitte Lay. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.